Bonjour YouTube. Bienvenue sur cette nouvelle soirée Contes et légendes. Contes et légendes du mois de juin. Oui. Non mais Fox, non tu peux pas venir grand chat. Ah. Attendez. Oh, attends. Oh, je sais. Tu peux aller là alors. Ah, ok, il va aller dans sa caisse. Je peux pas lire, avoir un grand chat devant moi. C'est compliqué si j'ai un grand chat devant moi pendant que je lis. Et donc oui, nous allons continuer les contes et légendes du Moyen-Âge. On va pas s'embêter. On va continuer et on va commencer ça tout de suite. Oui. On va commencer ça avec le premier conte de ce soir. Qui viendrait d'une chante-fable. Je ne savais pas ce que c'est, je vais vous lire la note de bas de page. La chante-fable est un genre littéraire médiéval qui alterne des morceaux en vers chantés et des morceaux en prose récitée. Donc, là, il y a principalement de la prose. Vous voyez quasiment que ça. Je vois pas de partie chantée. Donc, commençons tout de suite avec Aucassin et Nicolette. Qui veut entendre conter les aventures d'Aucassin et de Nicolette? Ils s'aimaient d'un amour vrai, et rien, ni la méchanceté des hommes, ni les revers de la fortune, ne purent les faire renoncer à cet amour. Aucassin était un jeune baron plein de fougue, de gaieté et d'orgueil. Il était très beau, et plaisait à toutes les filles du pays. Mais lui n'en aimait qu'une. Et il l'aimait éperdument. Elle s'appelait Nicolette, et c'était la plus jolie jeune fille que vous puissiez imaginer. Picsou fait des voix bizarres. Elle avait de longs cheveux bouclés, des yeux verts en amande, une peau veloutée, la taille fine et souple. Lorsqu'elle souriait, son sourire écartait les nuages. Lorsqu'elle riait, son rire faisait sonner les cloches et chanter les oiseaux. Depuis 10 ans, le comte Garin de Beaucaire, le père d'Aucassin, était en guerre contre le comte Bongard de Valence. Régulièrement, Bongard venait ravager ses terres et terroriser ses gens. Mais le vieux comte Garin était fatigué, et il n'avait plus la force de se battre. Il aurait aimé qu'Aucassin prenne la relève. Hélas, Aucassin ne pensait pas à la guerre, il ne pensait qu'à l'amour. Chaque jour, le père disait à son fils « Aucassin, prends un cheval et une épée, et va guider nos hommes. Avec toi à leur côté, ils n'auront plus peur de se lancer dans la mêlée. Et nous repousserons le comte Bongard. » Bongard. Je vais dire Bongard. Je suis parti sur Bongard, on va rester sur Bongard. Et chaque jour, le fils refusait. « Je ne participerai à aucune bataille, à aucun tournoi, tant que vous ne m'aurez pas accordé le droit d'épouser Nicolette. » Mais le père répétait continuellement à son fils que c'était impossible. Nicolette est très mignonne, mais elle a été achetée par le vicomte, mon vassal, à des marchands sarrasins. Certes, il l'a fait baptiser et l'a élevée comme sa fille, mais il ne pourra la marier à un noble, et encore moins à toi, mon fils, l'héritier de mon titre. Tous les jours, la même conversation se répétait et ne menait à rien. La comtesse fit quelques tentatives pour adoucir son mari. Mais le vieux comte était aigri et obstiné. Las de cette querelle, il prit une affreuse décision. Il alla trouver son vassal, le vicomte, et lui ordonna de régler le problème d'une manière radicale. Tuez-la, ou vendez-la, ou mettez-la sur un bateau et envoyez-la loin d'ici. Bref,
débarrasser le pays de cette jouvencelle où nous périrons tous sous les coups de Bongard. Le vicomte était un homme bon, et il aimait tendrement Nicolette. Il ne pouvait se résoudre à infliger à cette douce enfant le sort cruel que lui demandait son seigneur. Mais comme il devait bien faire quelque chose, il décida d'enfermer Nicolette dans une petite chambre située tout en haut d'une tour, dans une aile du château où plus personne n'allait. Ce n'était plus chauffé depuis longtemps, c'était inconfortable et austère. Mais au moins, Nicolette y serait en sécurité, et confiée aux bons soins d'une vieille surveillante. Par une petite fenêtre percée dans le mur, Nicolette pouvait observer le jardin et regarder passer la vie dont elle était exclue. Ah, comme elle soupirait. Dieu, qu'elle s'ennuyait. Et puis, elle ne voyait plus jamais Aucassin. Elle aurait tellement voulu pouvoir lui dire à quel point elle l'aimait. Mais ses paroles se perdaient dans la brise, et seuls lui répondaient les moineaux qui picoraient à sa fenêtre. Aucassin, voyant que Nicolette avait disparu, devint fou de douleur. Il s'en prit violemment au vicomte, l'accusant d'avoir tué la jeune fille. Le pauvre homme, effrayé, lui raconta alors toute la vérité. Puis, il lui fit jurer de ne rien dire à son père. « S'il apprend que je lui ai désobéi, il nous tuera tous. Moi, Nicolette, et même vous, son propre fils. À n'en pas douter. » Pendant ce temps, Bongard, qui voulait une bonne fois pour toutes mettre un terme à cette guerre, avait de nouveau assailli le château. Retranchés dans la forteresse, les hommes du comte de Beaucaire luttaient avec leur dernière force. Pour tout dire, ils n'y croyaient plus. Aucassin alla trouver son père. « Si je prends les armes aujourd'hui et que je reviens vainqueur, m'accorderez-vous une faveur ? Je ne vous demande qu'une seule chose, avoir le droit de revoir Nicolette une fois, une dernière fois. Promettez, mon cher père. » Tandis que ses servants allaient chercher une armure, un aume, un bouclier et une épée pour Aucassin, le vieux comte promit. « Enfin, se disait-il, mon fils est revenu à la raison. » Le cœur bouillonnant d'amour, d'espoir, de fureur contre son propre père, de cette ivresse enfin que procure le sentiment d'agir, Aucassin se lança dans la bataille. Il pourfendit, trancha, transperça, joua de la lance et de l'épée. Il fit tant et si bien qu'au final, l'armée ennemie recula. Alors, il saisit le comte Bongard, vaincu, et le traîna dans la salle du trône. Il le força à s'agenouiller devant le comte de Beaucaire. « Voilà, mon père, l'homme qui depuis 10 ans vous a causé tant de tourments. Faites de lui ce que vous voulez. » Le père était ravi. Enfin, c'est ainsi que un jeune homme de votre âge doit faire parler de lui, et pas à cause de folles amourettes. Le comte Bongard de Valence, toujours à genoux, incliné devant son nouveau seigneur, attendait avec intérêt l'issue de cette conversation. Comme tout le monde a des lieux à la ronde, il avait suivi l'affaire. « J'ai tenu ma promesse, dit Aucassin. Maintenant, tenez la vôtre. Accordez-moi le droit de voir Nicolette. »« Plutôt mourir, répondit le père. Oubliez cette roturière et passez à autre chose, une bonne fois pour toutes. » Aucassin entra dans une grande fureur. Il releva le comte Bongard de Valence et le ramena lui-même aux portes du château. « Vous êtes libre, dit-il, et si vous décidez d'anéantir mon père, sachez que je ne vous retiendrai pas. » Quand il fit demi-tour, les hommes de son père l'attendaient. Ils le jetèrent dans un cachot pour trahison.
Et voilà nos deux amoureux enfermés à quelques volées d'arbalète l'un de l'autre. Voilà deux innocents, injustement punis. Car, de quoi étaient-ils coupables, sinon de s'aimer? La nuit était douce. Nicolette, lasse de ne pas dormir, écoutait à la fenêtre le rossignol chanter. Elle songea à son tendre ami Aucassin. Elle songea au pirate qui l'avait vendu au vicomte, puis au comte Garens, qui avait juré de la faire mourir. Qu'avait-elle donc encore à perdre? Elle résolut de s'enfuir. Sa servante dormait profondément, du sommeil du juste. Elle ronflait même un petit peu. Nicolette noua des lambeaux de drap pour en faire une corde, attacha ses cheveux et posa sur ses épaules son beau manteau de soie. Puis elle prit la poudre d'escampette, légère comme une fée, joyeuse comme une esclave qui retrouve enfin la liberté. Mais pour quitter la forteresse, il lui fallait passer par les remparts. C'est ainsi qu'elle se retrouva par hasard sous la fenêtre de son cher Aucassin. Pour supporter son chagrin, le prisonnier chantait un vieux chant d'amour. Nicolette en eut le cœur brisé. « Aucassin, mon tendre ami, est-ce vous? M'entendez-vous? Nicolette, ma douce, je vous entends. Où êtes-vous? Je suis sur les remparts. Je me suis enfui. » Ils parlaient bas, mais leur voix portait dans le silence de la nuit. Et sur le chemin de ronde, les soldats de la garde approchaient. L'un d'entre eux marchait devant, et il entendit avant ses camarades les deux amoureux qui pleuraient sur leur sort. Au pays, tout le monde connaissait la triste histoire d'Aucassin et de Nicolette. En un éclair, le soldat les reconnut et décida de les aider. Il fallait agir, et vite, sinon la jolie Nicolette serait perdue. Alors il se mit à inventer une chanson. « Je n'ai perdu, ton amour est pur. Je n'ai perdu, prends garde à toi. Triste est la ronde des cœurs perdus. Sombre est la ronde des soldats. » « La garde approche, chuchota Nicolette, comprenant immédiatement le message du soldat. « Je dois m'en aller. Adieu !» S'enveloppant dans son manteau, elle se cacha dans un coin sombre des remparts pour laisser passer les guetteurs. Puis elle chercha un endroit par lequel s'échapper. Elle trouva une brèche dans le mur, mais le chemin de ronde donnait sur un fossé tel qu'on n'en voyait pas le fond, qu'il n'était plus le temps de reculer. Nicolette dévala la pente, se griffant les coudes et les genoux. Une fois arrivée en bas, encore fallait-il remonter. Elle s'aida d'un piquet de bois et escalada le fossé. Quand elle arriva enfin de l'autre côté, l'aube était toute proche, et déjà le ciel passait du bleu sombre au gris clair. Elle se réfugia dans la forêt, en priant pour ne pas se faire dévorer par les bêtes sauvages. Nicolette était très débrouillarde. Elle se fit une cabane de ses propres mains et attendit que la fortune, bonne ou mauvaise, lui dicte sa conduite. Une semaine environ après qu'elle se fût installée dans son petit abri fait de ronces, elle rencontra deux paysans qui braconnaient. Elle leur offrit 10 sous pour aller porter un message à Aucassin. Elle espérait qu'il aurait été libéré après sa fuite et qu'il viendrait la rejoindre. Aucassin avait en effet retrouvé sa liberté, et il avait repris sa place auprès de son père. Mais il sombrait dans une profonde mélancolie. Un chevalier, qui lui aussi avait souffert d'un chagrin d'amour, lui donna ce conseil. « Allez chasser et faire du cheval. Rien de tel qu'une promenade en forêt pour oublier les tourments du cœur. » Aucassin fit sceller sa monture et passa le pont-levis. Après tout, une bonne partie de chasse ne pourrait pas lui faire de mal. C'est là qu'il rencontra les deux braconniers. « Votre seigneurie, nous avons un message pour vous. Il vous en coûtera 10 sous. Parlez,
dit Aucassin en leur donnant 20 sous chacun. Une fille belle comme le jour et fraîche comme la rosée, bien qu'un peu crottée aux genoux et aux coudes, vous attend au creux des bois, là où le chemin tourne après le gros chêne. Celui où vivait un crapaud qui avait, paraît-il, volé la bague de la reine, quand le baron de... Aucassin n'écoutait plus. Il éprenait déjà son cheval. Les deux amoureux se retrouvèrent dans la cabane de Nicolette, qu'elle avait décorée de fleurs des champs en l'attendant. Au petit matin, ils prirent la fuite, tous deux perchés sur le cheval du jeune homme. « Où irons-nous » demanda Nicolette. « Qu'importe, puisque nous allons ensemble, » répondit Aucassin. Ils chevauchèrent longtemps, par monts et par vaux, sans regarder derrière eux. Ils traversèrent plusieurs villages, se cachèrent dans les bois, et se nourrirent de la cueillette et de la chasse. Un jour, ils arrivèrent à la mer. Là, Aucassin négocia une place pour eux sur un navire de marchands. Ils ne savaient toujours pas où ils allaient, mais peu importait. Seulement, la chance allait une fois de plus éprouver leur amour. Au large, leur navire essuya une tempête. Le vent déchaîné gonflait la mer, et des vagues hautes comme des tours de garde firent chavirer le bateau, les séparant. Aucassin s'accrocha à une épave et il se laissa longtemps flotter, jusqu'à ce qu'il aperçoive une terre. Alors il rassembla ses dernières forces et nagea jusqu'au rivage. Par chance, il venait d'accoster tout près du château de son père. Les habitants, reconnaissant leur damoiseau, lui firent une grande fête. Entre-temps, son père était mort. Aucassin fut accueilli en seigneur, et il prit possession de son titre et de ses terres. Il n'avait plus qu'à regretter Nicolette, sa douce amie. Nicolette, pour sa part, avait eu de la chance, elle aussi. Elle avait été recueillie par une flotte sarrasine menée par 12 jeunes garçons, tous plus charmants les uns que les autres. C'étaient les 12 fils du roi de Carthage. Éblouis par sa beauté, ils la traitèrent avec respect et lui demandèrent quel était le secret de sa naissance. « Hélas, répondit-elle, je n'en sais rien. J'ai été vendue, très jeune, à des pirates, et je ne me souviens plus de mes premières années. » En arrivant à Carthage, Nicolette fut très surprise de reconnaître les lieux. Tout lui était familier, tout lui rappelait son enfance. Elle fut accueillie à la cour du roi avec beaucoup d'égards et de gentillesse. C'est là, en discutant avec le monarque, curieux de savoir d'où venait cette sublime enfant, qu'elle comprit qu'elle était sa fille. Tous les détails concordaient. Le roi la prit dans ses bras et l'embrassa longuement en pleurant. À compter de ce jour, Nicolette fut traitée comme une véritable princesse. La cour du roi de Carthage était l'une des plus belles du monde. On y trouvait les soieries les plus délicates, les épices les plus rares, les bijoux les plus précieux. Le climat était doux, le roi était bon, le peuple était heureux. Les 12 frères de Nicolette étaient les garçons les plus sympathiques du monde, et ils voulaient tellement rattraper le temps perdu qu'ils la gâtaient, la choyaient et l'honoraient. Jusqu'au jour où un prince sarrasin, l'un des hommes les plus honorables du royaume, la demanda en mariage. Il ne pouvait y avoir meilleur parti pour Nicolette, devenue princesse. Mais Nicolette n'avait qu'un seul prince, et il s'appelait Aucassin. « Bien, soupira Nicolette, je vais devoir m'enfuir à nouveau. » Nicolette élabora un plan. Elle commença par apprendre le violon. Une fois qu'elle sut parfaitement jouer de son instrument, elle métamorphosa son visage grâce à une herbe magique. Elle transforma aussi ses cheveux. Puis, elle se fit embaucher par des saltimbanques,
et commença avec eux une vie d'artiste. Sur terre, sur mer, de port en port, de ville en ville, jouant du violon et chantant la ritournelle. Elle arriva au château de Beaucaire. Aucassin, avec ses barons, était assis dans la grande salle du palais. Comme toujours, il avait la tête ailleurs. Comme toujours, il pensait à Nicolette. Elle s'inclina devant lui et commença son numéro. En s'accompagnant de son violon, elle chanta sa meilleure chanson, celle qui parlait d'un Aucassin et d'une Nicolette, de leur amour charmant et impossible, de sa fuite, du naufrage et de sa vie à Carthage. Lui, en l'écoutant, pleurait. De grosses larmes coulaient en ruisseaux sur ses joues. Alors, Nicolette s'agenouilla devant Aucassin et lui dit « Ne pleurez pas, monseigneur, car vous allez revoir votre cher ami bientôt, aujourd'hui ou demain. En tout cas, plus vite que dans vos rêves les plus doux. » Nicolette quitta la cour et rejoignit ses compagnons de voyage. Elle fit ses adieux et joua une dernière fois pour eux. La vieille cartomancienne qui les accompagnait aida ensuite la jeune fille à retrouver son vrai visage et ses cheveux grâce à une potion magique. Alors seulement, Nicolette retourna chez le vicomte, où elle avait vécu heureuse pendant toute son enfance. Le vicomte était mort, mais la vicomtesse l'embrassa longuement. Ensuite, elle ouvrit un coffre en bois précieux et en sortit une robe bleue et blanche. Cette robe, elle l'avait cousue de ses propres mains, à l'époque où elle pensait encore que tout s'arrangerait pour sa chère Nicolette et pour son adorable Aucassin. Au bras de la vicomtesse, Nicolette se dirigea vers le château. En chemin, elles cueillirent quelques fleurs qu'elles posèrent en couronne sur la chevelure de la jeune fille. Elle n'avait d'autre escorte que les moineaux et les mésanges de la forêt. C'est ainsi que Nicolette, belle comme le jour, se présenta devant Aucassin. Elle avait tout quitté et tout osé pour lui. Elle avait bravé la colère du comte, la tempête et les bêtes sauvages dans la forêt. Puis elle avait abandonné sa famille et sa vie de princesse pour le retrouver. Aucassin et Nicolette vécurent heureux, dans la paix et la joie revenue. Et ils eurent beaucoup de belles histoires à conter à leurs enfants. Mais c'était mignon. Ah. C'était tout mignon comme histoire. Mais oui, on aime les histoires mignonnes aussi. Il en faut des histoires mignonnes. La prochaine histoire, je sais pas si elle sera mignonne. Comme dit. Voilà, la prochaine histoire, elle est très connue. Donc, j'ai souvenir. Je sais que je l'ai lu à l'école, mais quand je vous dis école, je sais plus si c'était école primaire ou collège. Je sais plus. Un des deux. C'est obligé. Mais je saurais pas dire qu'est-ce que c'était. Ouais, j'ai un doute. Mais à la prochaine histoire, c'est la chanson de Roland. Mais oui, très connue. Très connue. Donc c'est d'après une chanson de geste attribuée, pardon. Il y a Picsou qui me regarde, je fais coucou. Attribuée à Turold. Et donc la chanson de geste, c'est un poème médiéval qui glorifie les exploits du passé. Comme ça on est tous bons. Qu'est-ce qu'il y a, Picsou? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat?
Ya. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Tu vas dans ton coussin? Non, elle renifle des trucs sur le bureau. Bon, écoutez, on va commencer. Elle arrivera à passer derrière le livre, à moins qu'elle ne le croque. La connaissant, elle en est capable. Donc, la chanson de Roland. Oyez, oyez, la chanson de Roland. Preux parmi les preux, qui trouva la mort à Roncevaux, en se battant pour son seigneur Charlemagne. Ah non, elle s'est couchée. Pixel mange le livre, elle l'a déjà fait. La couverture de... des contes de Belgique. Elle l'a en partie bouffé. Un petit cul de chat? Oui, je parle de toi. Alors, à Cordoue, en Espagne, le bon empereur Charlemagne se reposait. Entouré de ses plus fidèles chevaliers, Roland et Olivier, le duc Samson, on va dire, Samson, c'est pas très français, on va dire Samson, et le fier Ancéis, Guérin et Gérier. On jouait aux échecs, on s'entraînait à l'épée, dans la joie et la bonne humeur, dans la paix enfin retrouvée. L'Espagne tout entière était soumise, ou presque. Seul Marsile, roi de Saragosse, refusait de céder. Il cherchait à se débarrasser de Charlemagne sans avoir à l'affronter. Le grand empereur était réputé pour ses victoires et son armée était invincible. Marsile décida donc d'utiliser la ruse. Il ferait semblant de se rendre, à condition que Charlemagne rentre en France. Une fois l'empereur parti, il serait bien temps de ne pas tenir sa promesse. Marsile envoya donc 10 de ses meilleurs chevaliers à Cordoue. Ils étaient porteurs d'un message de paix. Si Charlemagne rentrait en France, dans son palais d'Aix, Marsile viendrait personnellement s'agenouiller devant lui et lui jurer allégeance. En gage de leur bonne foi, les messagers tenaient dans leurs mains des rameaux d'olivier. Ils apportaient avec eux des ours, des chiens et des lions, 700 chameaux, 1000 faucons et 400 mulets tirant des chars remplis d'or et d'argent. Charlemagne reçut la délégation ennemie, écouta leurs propositions puis tint conseil auprès de ses chevaliers. Il y avait parmi eux 12 preux que l'on appelait les pairs, et qui étaient les plus proches vassaux du roi. C'étaient Guérin et son ami Gérier, Yvon et son ami Ivor, Otto et Béranger, Samson et Ancéis, Gérard de Roussillon, Augelier le Gascon et l'archevêque Turpin. Mais c'était surtout Roland et son ami Olivier. Roland était le neveu de Charlemagne, et il était son préféré, car il était, plus encore que tous les autres, courageux, sincère et loyal. Roland conseilla à Charlemagne de refuser le marché. Marsile les avait déjà trahis une fois, et on pouvait tenir pour certain qu'il recommencerait. Mais les autres chevaliers le pressaient d'accepter. La guerre avait assez duré. Il était temps d'entrer à Aix. Charlemagne se rangea alors à leur opinion. Il devait maintenant choisir qui parmi ses hommes irait à Saragosse porter son message au roi Marsile. La mission était très dangereuse, car le roi était réputé pour être cruel, peu tolérant et vite irrité. On va l'appeler Naïm, parce que je pense pas que le gars s'appelait Nem. Naïm se porta volontaire, mais le roi refusa. Turpin se porta volontaire, mais le roi refusa. Roland se porta volontaire, mais le roi refusa. Par cette barbe et par cette moustache, dit-il, je ne me séparerai d'aucun des 12 chevaliers pairs. Désignez-moi donc un baron qui ferait l'affaire. Roland proposa alors un nom, celui de Ganelon. Ganelon était son parâtre, le mari de sa mère.
et Roland pensait que cet acte de bravoure ferait rejaillir l'honneur sur toute la famille. « Ganelon, dit le roi, recevez le bâton et le gant, symbole des messagers de haut rang, et portez donc ma lettre au roi Marsile. Les Français vous ont désigné vous, et pas un autre. »« Parbleu, répondit Ganelon en colère, c'est Roland qui vous a suggéré cette idée, et c'est moi qui dois me soumettre à une mort certaine. Dire adieu à ma femme et à mes enfants, et partir pour ne plus revenir. »« C'est ainsi, rétorqua Charlemagne. Allez, portez mon message au roi de Saragosse. Dites-lui que s'il accepte d'être mon vassal, il obtiendra la moitié de l'Espagne. Roland aura l'autre moitié. S'il refuse, il sera pris, lié, jugé pour fait de trahison et mis à mort. Voici l'écrit revêtu de mon sceau. Dans le point droit, livrez-le aux Sarrasins. L'empereur avait ordonné, et Ganelon n'avait plus qu'à obéir. Il rentra chez lui, se vêtit de sa plus belle armure, chaussa ses éperons d'or, ceignit Murglé, sa bonne épée. Le cœur sombre, il prit le chemin de Saragosse. À quelques kilomètres de la ville, Ganelon rencontra Blancardin, le plus fidèle chevalier du roi Marsile, venu au-devant de lui. Ganelon était effrayé, mais il était surtout en colère, et il laissa parler sa haine alors qu'il chevauchait avec son ennemi. Blancardin comprit qu'il pourrait sans doute profiter de cette situation. Quand ils arrivèrent aux portes de Saragosse, les deux hommes avaient formé une alliance. Ganelon acceptait de trahir son seigneur et maître, le bon empereur Charlemagne, à condition que Roland soit tué. Marsile, informé que le messager avait changé de camp, lui posa bien des questions sur le positionnement des troupes. Combien d'hommes formaient l'armée de Charlemagne? Quelle était sa force? Quelle était sa faiblesse? À toutes les questions que posait le roi, Ganelon donnait la même réponse. Roland. 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 Qui était le premier conseiller du roi? Roland. Qui était le meilleur chevalier du roi? Roland. Tuez Roland et l'empereur Charlemagne n'aura plus le cœur à se battre. C'est ainsi que Ganelon et Blancardin soufflèrent au roi l'horrible trahison. Le plan était le suivant. Si Charlemagne quittait l'Espagne, convaincu que son ennemi acceptait de se soumettre, il laisserait à l'arrière-garde une armée de 20 000 hommes, avec Roland à sa tête. Attaquer ces 20 000 hommes avec une armée de 400 000, et livrer une deuxième bataille si nécessaire. L'important est que Roland périsse, dans l'une ou l'autre bataille. Ganelon retourna auprès de Charlemagne, la vie sauve et l'âme obscurcie par sa trahison. Il remit à l'empereur, de la part du roi Marsile, les clés de Saragosse, de riches trésors et 20 jeunes gens qui serviraient d'otages. Charlemagne, croyant la paix signée, se prépara à rentrer en France. Le jour déclinait et le soir gris descendait. Le camp français occupait toute la contrée. Mais dans les grandes vallées, l'armée des Sarrasins avançait. Dans les bois, au bord des cours d'eau, ils étaient bien 400 000 à faire halte, attendant l'aube. Cette nuit-là, l'empereur fit 2 rêves. Dans le premier, Ganelon s'emparait de sa lance et la brisait en 1000 morceaux. Mais Charlemagne dormait, et il ne se réveilla point. Dans le deuxième songe, il était à Aix, dans son palais, et des bêtes féroces l'attaquaient de toutes parts. Mais Charlemagne dormait, et ne se réveilla point. Au matin, Charlemagne se mit en route pour la France, laissant son neveu Roland et les autres chevaliers pairs diriger l'arrière-garde de 20 000 hommes. L'armée de Marsile avançait. Dans les rangs des Sarrasins,
Les soldats se donnaient du courage en criant « Mort à Roland! Mort aux Français! Les Français morts et la France déserte! Charlemagne tout seul pleurera ses vassaux !» L'arrière-garde menée par Roland était arrivée au col de Roncevaux, où elle faisait halte. Au matin du deuxième jour, monté sur un pic rocheux, Olivier vit dans la plaine briller les écus et voler les drapeaux. Il prévint Roland que l'armée de Marsile arrivait et que la bataille allait être rude. Roland était preux, mais Olivier était sage. Il supplia son ami de faire sonner son olifant pour appeler Charlemagne et le gros de l'armée à l'aide. Roland refusa. Il préférait mourir qu'esquiver le combat. Roland et Olivier rassemblèrent les hommes. Bons étaient leur cœur et fiers leurs paroles, mais les Sarrasins chevauchaient avec rage. « Pour son seigneur, on doit souffrir grand maux !» cria Roland à son armée. « Bien supporter le froid, la faim et le chaud, et même être prêt à perdre sa vie. »« Montjoie !» répondirent en chœur les 20 000 hommes de la garde, et leurs cris résonnèrent contre les parois de la montagne. Hauts sont les monts, obscurs les vallées, noire la roche, affreux les défilés. Le choc entre les deux armées eut lieu dans le passage de Roncevaux. Comment décrire la bataille sanglante qui eut lieu dans le passage... comment décrire la bataille sanglante qui opposa les 20 000 hommes de Charlemagne aux 400 000 hommes de Marsile. Sur les 12 pairs du roi Marsile, envoyés pour combattre les pairs de Charlemagne, 10 furent tués et 2 seulement restèrent en vie. Brillant combat. Merveilleuse mêlée. Le preux Roland s'exposait sans peur. Il frappa 14 fois de sa lance, mais au 15e coup, elle céda. Alors il sortit Durandal, sa fidèle épée, et il sema la mort parmi les Sarrasins. Pendant ce temps, en France, la pluie et la grêle s'étaient abattues sur le pays. Le vent soufflait en rafales, détruisant les villages et les hameaux. Charlemagne ne pouvait s'empêcher d'y voir un mauvais présage. En Espagne, la bataille faisait rage. Marsile encourageait ses troupes affaiblies et décimées. « Si Roland meurt, Charlemagne perdra la vie. Si Roland vit, notre mort est certaine. » Olivier avait tiré de son fourreau Chanteclair, son épée. Après Durandal, il n'y en avait pas de meilleur. Aux côtés de son ami, Olivier se battait vaillamment. Quitte à mourir, autant mourir ensemble. Mais dans le camp des Francs, il n'était déjà plus que 60 chevaliers. Roland chevauchait dans la mêlée. La bataille était trop rude. Ils n'étaient pas assez nombreux. Il décida de sonner le corps pour appeler Charlemagne. Si l'empereur ne pouvait les sauver, au moins pourrait-il les venger et ramener leurs dépouilles en France, pour qu'elles soient mises en terre dans le pays de leurs ancêtres. Il s'agissait de souffler fort, très fort. Avec beaucoup de peine et de douleur, le vaillant Roland souffla dans son corps d'ivoire. Le son résonna dans les couloirs montagneux, l'écho rebondissant sur les parois jusqu'au camp de Charlemagne. L'empereur entendit l'olifant et reconnut que c'était celui de Roland. Ganelon, le traître, essaya de le convaincre qu'il se trompait. Mais n'écoutant que son cœur, Charlemagne fit demi-tour. Seuls restaient sur le champ de bataille Olivier, Roland et l'évêque Turpin. À eux trois, ils tenaient tête à l'armée de Marsile, dont les hommes, effrayés par tant de valeur, reculaient. Marsile alors vint provoquer Roland, qui le blessa gravement.
Ce fut pour l'armée des Sarrasins le signal de la défaite. Ils reculèrent. Olivier, mortellement blessé, rendit l'âme dans les bras de son ami. Roland de nouveau sonna le corps. Blessé, épuisé, il s'étendit sous un arbre. Il ne voyait plus et n'entendait plus. Il sentait sa dernière heure venue. Mais avant de mourir, il voulait sauver Durandal, son épée. Quel déshonneur si elle tombait entre des mains ennemies. Au moment de son dernier souffle, il frappa une roche voisine pour en briser la lame. Mais la brave épée ne céda point. L'empereur Charlemagne arriva sur le champ de bataille. Il se mit à appeler Roland, Turpin et Olivier. Il appela Guérin et son ami Gérier. Il appela Otto, le comte Béranger, Ivor, Yvon, le duc Sanson et le fier Ancéis. En vain, il cria le nom de ses chevaliers, et personne ne lui répondit. Alors, voyant au loin l'armée ennemie en fuite, il fit sonner les clairons. « Tous à cheval !» Hélas, le soir allait bientôt tomber. La nuit retardant la bataille offrait aux Sarrasins un avantage certain. Charlemagne se résolut alors à attendre le petit jour. Les hommes établirent leur camp sur les ruines de la bataille, et l'on se mit à chercher les corps des preux morts au combat. Charlemagne pleura longuement sur la dépouille de son cher neveu. Grande est la plaine et large est la contrée. Le jour gris se leva sur un nouveau combat qu'il allait falloir mener. Dans le camp des Sarrasins, Marsile, blessé, avait appelé son oncle Baligan, l'émir de Babylone qui était venu à la rescousse. L'épée de Charlemagne se prénommait Joyeuse, et de là venait le cri de ralliement des Francs, Montjoie. Son armée comptait 350 000 hommes répartis sur 10 colonnes. L'épée de Baligan s'appelait Précieuse. Il l'avait voulu ainsi pour répondre à Joyeuse. Baligan était un ennemi valeureux, plein de sagesse et de vertu. Il était à la tête d'une armée de 30 colonnes, dont la plus faible comptait 50 000 hommes. Il arborait fièrement un drapeau sur lequel figurait son enseigne, un dragon. Les deux armées vinrent l'une à l'autre et se retrouvèrent dans la plaine. Un pâle soleil d'or faisait briller les écus. Les aumes resplendissaient fièrement. Les bannières se soulevaient dans le vent. Et l'on entendait le son clair des trompettes. Et l'on entendait l'appel des olifants. Baligan lança alors « Allez à la bataille !» D'une seule voix, ces hommes crièrent « Précieuse !» D'une seule voix, les Français répondirent « Montjoie !» Tout le jour, les hommes guerroyèrent et le sang coula. Quand le soleil commença à décliner, les deux chefs croisèrent l'épée. L'émir contre l'empereur, Précieuse contre Joyeuse. La bataille fut rude. Baligan était fort et valeureux, mais Charlemagne luttait en souvenir de Roland. Il cria « Montjoie !» une dernière fois et frappa son ennemi à la tête. L'émir tomba, vaincu. Après la victoire, Charlemagne chevaucha jusqu'en France. Roland fut enterré dans l'église Saint-Romain de Blé, dans un cercueil tout blanc. Puis le roi rentra à Aix et fit appeler ses juges. Nobles de Saxe, de Bavière et de Lorraine, nobles de Frise, d'Allemagne et de Bourgogne, Poitevins, Normands, Bretons, et aussi ceux de France, les plus sages de tous. La haute cour allait se réunir. On allait juger Ganelon. En arrivant au palais, Charlemagne fut accueilli par Aude, la bien-aimée de Roland. Le preux l'avait aimée de tout son cœur, et il avait juré de l'épouser à son retour. Elle vint à la rencontre de l'empereur tremblante.
Dans son cœur, elle connaissait déjà la nouvelle. Mais quand Charlemagne lui confirma que Roland n'était plus, elle tomba comme frappée par la foudre. Elle n'était pas seulement évanouie, elle avait retrouvé Roland dans la mort. Ganelon avait été mis au fer et attendait son jugement. Il avait rassemblé 30 de ses parents pour le défendre et le soutenir. « Chevalier, dit le roi, Ganelon était mon vassal. À cause de lui, nous avons perdu Roland, mon cher neveu, et les meilleurs de nos chevaliers. Ganelon avait juré de ne me servir et il m'a trahi. Et tout ça pour de l'argent. Qu'on le condamne à mort. Si j'ai fait ce que j'ai fait, se défendit Ganelon, c'était par colère contre mon beau-fils qui s'en était pris à moi. Vengeance, oui, mais trahison, non. Charlemagne voulait la mort, mais les juges étaient plutôt d'avis de l'épargner. Roland était mort, on ne le ramènerait pas. Ganelon avait été un fidèle serviteur, un chevalier valeureux. Parmi les chevaliers juges, l'un d'eux, Pinabel, était du côté de Ganelon. Il proposa de se battre pour lui. En ce temps-là, un accusé pouvait se soumettre au jugement de Dieu, quand les hommes n'arrivaient pas à se départager. Il pouvait faire appel à un procès par le duel. L'accusé choisissait un champion pour se battre en duel contre le champion de celui qui l'accusait. Le champion qui l'emportait désignait alors le vainqueur du procès. Qui oserait défier Pinabel et défendre Charlemagne ? Thierry, le frère du duc Geoffroy, se présenta. Si Pinabel tuait Thierry, Ganelon aurait la vie sauve. Si Thierry battait Pinabel, Ganelon serait exécuté. Il faut croire que le sort était du côté de Charlemagne, car ce fut Thierry qui remporta le duel. Dès le lendemain, Ganelon fut mis à mort. C'est ainsi que justice fut rendue contre le traître. C'est ainsi que la mémoire de Roland fut vengée. C'est ainsi que s'achève la chanson de Roland. Aujourd'hui encore, on se souvient de lui, de ses exploits, de son courage qui jamais ne faillit. Moi, j'avais souvenir de l'avoir lu, ce conte-là, enfin cette chanson, quand j'étais plus jeune. Ah, ça, comme dit, j'avais un vague souvenir de l'avoir lu. Alors attendez, je veux juste voir un truc. Je veux voir quelque chose. Chanson de Roland. Ah non, c'est pas ce que je veux dire, c'était Roncevaux. Qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ça ? C'est en Navarre. Ah, je pensais que c'était en France, mais pas du tout. C'est en Navarre, donc c'est en Espagne encore. D'accord, ok. C'est tout petit ? Ah, mais c'est à la frontière, en fait. D'accord, ok. C'est pas très loin de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ok, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Pampelune. D'accord, ok, je savais pas du tout. Pour moi, c'était en France. Mais non. C'est... Ok, il y a un... J'ai l'impression qu'il y a un monastère. Enfin, il y a une église, en tout cas. Ouais, il y a une église qui est très belle, d'ailleurs. Oh. D'accord, ok. Ouais, c'est tout petit, en fait. D'accord, ok. Ouais, oui. Ouais, on va dire un prieuré, quoi. Mais, ok. C'est... Ouais, il y a quand même pas mal de choses. D'accord, ok. Maintenant, je sais. Alors, par contre, ça, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est pour le prochain conte. Comment ça se dit ? Dites-moi juste comment ça se dit. Il écrit lait. L-A-I. Mais je pense pas que ça se dit lait.
Ok, Tristan et Iseut, c'en était aussi un. Ça se prononce comment? S'il vous plaît, dites-moi comment ça se prononce. Ça n'y est pas, je sais pas comment le prononcer. Allons sur le Wikitionnaire. Peut-être que sur le Wikitionnaire, ça sera noté. Ah, je crois que ça se dit laï. Ça vient de laïque, tout ça, machin, bidule. Non, ça se dit lait, tout simplement. Ouais, ça se dit lait. Pardon, c'est pas laï, c'est bien lait. Il dit bien une lait. Ok. On boit un coup d'eau et on va passer sur le lait de Bisclaveret. Oui. Donc un lait, c'est un poème médiéval narratif. Enfin, dans ce cas-là, c'est ça. Tristan et Iseut, c'est un lait aussi. Pourquoi ils l'ont pas noté sur Tristan et Iseut et ils le notent que pour ici? Je sais pas. C'est étrange. Comme dit, pourquoi préciser là et pas à un autre moment Je ne sais pas. Alors. Tchoup. On va dire donc ce lait. Le lait de Bisclaveret. Pas facile à dire. Donc, voici l'histoire de Bisclaveret. Certains disent que c'est un conte, mais d'autres affirment qu'elle est vraie. Pardon. Elle parle de mystère, d'amour et de trahison. Écoutez donc cette chanson. Sur les terres de Bretagne, il y a fort longtemps, vivait un comte courageux, aimé et respecté de tous. Il se nommait Bisclaveret, décidément j'arrive pas à le dire. Et c'était l'un des favoris du roi. Il avait une femme très belle, une noble dame qu'il avait épousée par amour et qu'il aimait en retour. Ce seigneur avait donc tout pour être heureux. Mais une fois par mois, il quittait son domaine et disparaissait. Pendant 3 jours et 3 nuits, on ne le voyait pas. Il ne rentrait pas au palais, et personne ne savait ce qu'il faisait, ni où il se rendait. C'était son secret. Pendant 3 jours et 3 nuits, sa femme, morte d'inquiétude, l'attendait et priait, soupirait et pleurait. Quand il rentrait au bout de ces 3 jours, il la couvrait de baisers, la choyait, anticipait ses désirs, la contemplait avec tendresse et respect. Oui, il est sans doute infidèle, se disait-elle, et pourtant il l'aimait tellement. Elle hésita longtemps, mais elle finit par aller le trouver. Monseigneur, je voudrais vous poser une question. Seulement, je n'ose pas, j'ai trop peur de votre réaction. Ne craignez rien, ma douce amie. Rien de ce que vous ferez, rien de tout ce que vous direz ne pourra m'empêcher de vous aimer. Pourtant, elle hésitait. Et s'il se fâchait? Elle finit par se lancer. Monseigneur, voilà. Tous les mois, pendant 3 jours et 3 nuits, vous disparaissez. Et personne ne sait où vous êtes. Et moi, pendant 3 jours et 3 nuits, je tremble, je prie, je pleure. J'ai peur de ne jamais vous revoir. Où allez-vous quand vous disparaissez comme cela? Le comte répondit, je ne peux pas vous le dire. Car si je vous le dis, vous ne m'aimerez plus. Pire, vous me haïrez, et je vous perdrai à jamais. Comment osez-vous penser une telle chose? Protesta la dame. N'avez-vous donc pas confiance en moi? Rien de ce que vous direz ne pourra m'empêcher de vous aimer. Le comte se retira dans sa chambre, et il réfléchit longtemps, très longtemps. Puis il se décida. Il fit venir sa dame et lui demanda « Jurez-vous de me rester fidèle si je vous raconte ce que je fais tous les mois, pendant 3 jours et 3 lunes? Je vous le jure et vous le répète, rien de ce que vous me direz ne pourra m'empêcher de vous aimer. Vous aurez peut-être remarqué, dit le comte, que je disparais à chaque lune.
Pendant 3 jours et 3 nuits, je vis dans la forêt. Je chasse et je hurle à la lune, car je deviens un loup-garou. » La noble dame fut troublée par ces aveux. Elle avait tout imaginé, mais pas que son mari, chaque fois que la lune était pleine, prenait la forme d'un loup velu et courait nu au fond des bois. « Que faites-vous de vos vêtements ?» demanda-t-elle en tremblant. « Parbleu, je ne peux pas vous le dire, car si quelqu'un les trouve et me les prend, je ne pourrai plus jamais revenir. Je serai condamné à rester, errant, une âme en peine, une bête, une créature inhumaine. » La dame était songeuse. La nouvelle était rude. Mais elle était résolue à connaître toute la vérité, dans les moindres détails. « Allons, monseigneur, faites-moi donc confiance. Je suis votre épouse, et jamais je ne vous trahirai. Songez que si vous demeurez loup-garou, je vous perdrai et serai livré à moi-même. »« Certes, répondit le chevalier, vous avez raison. Je vais donc tout vous dire. Je cache mes vêtements près d'une petite chapelle, à quelques pas de la clairière, là où vous aimez cueillir ces fleurs bleues quand je vous ai rencontré. Sous le mur de cette ancienne chapelle, il y a un gros rocher, et sous ce gros rocher, je cache mes habits pour les remettre ensuite. C'est ainsi que je reprends ma forme humaine. Or, il se trouvait que la femme de Bisclaveret, décidément je n'y arrive pas, avait plus de 100 fois repoussé les avances d'un chevalier voisin qui l'aimait éperdument. Il lui promettait de l'épouser, de l'aimer et de la rendre heureuse. Jusqu'à ce jour, elle avait toujours refusé. Elle avait de la noblesse et du cœur, et on l'avait élevée dans le respect de ses engagements. Mais là, elle avait peur. À la lune suivante, incapable de supporter ce qui arrivait à son mari, elle sella elle-même son cheval et s'enfuit dans la nuit. Elle chevaucha seule, sans sa suite, jusqu'au château du chevalier où elle demanda audience. Il la reçut immédiatement, l'accueillit et l'installa devant un bon feu. Elle était épuisée par sa longue course sur les routes. « Si vous voulez encore de moi, dit-elle dans un soupir, je suis à vous, épousez-moi. » Le jour suivant, ils se fiancèrent. Alors seulement, elle avoua l'incroyable vérité. Son mari, ce chevalier fidèle et respecté de tous, ce comte favori du roi, se transformait tous les mois en loup-garou. Son nouveau fiancé écouta, puis la supplia de lui révéler où Bisclaveret, j'ai réussi à le dire, cachait ses vêtements quand il se métamorphosait. « Sous une pierre, à côté de la petite chapelle près de la clairière, » répondit-elle en pleurant. Il trouva la clairière et la petite chapelle, souleva la pierre et vola les vêtements du pauvre Bisclaveret. C'est ainsi que le comte, jadis aimé de sa femme et respecté de ses sujets, fut condamné à errer sous la forme d'une bête et hurlant à la lune dans la forêt sans pouvoir rentrer chez lui. Une année passa, ces gens cessèrent de le chercher, puis ils cessèrent de l'attendre. Tout le pays renonça à l'idée de le revoir un jour. La femme de Bisclaveret avait épousé son chevalier, et personne ne pensait plus à cette fâcheuse aventure. Parfois les gens disparaissent, pensait-on au pays. C'est ainsi, et on ne peut rien y faire. Mais un jour, le roi avec ses veneurs vint chasser dans la forêt, à l'endroit même où Bisclaveret avait disparu. La meute, en poursuivant le gibier, tomba alors nez à nez avec le loup. Les chiens n'attendaient qu'un signal pour se jeter sur lui et le mettre en pièces. Mais Bisclaveret, reconnaissant son monarque, courut se réfugier contre ses jambes. Il s'inclina devant lui, fit une sorte de révérence, le suppliant du regard de lui accorder la grâce. « Regardez !»
s'écria le roi. « Voyez comment ce loup se prosterne à mes pieds. Son regard n'est pas celui d'une bête. Il a l'intelligence d'un homme. On dirait qu'il me jure allégeance et demande ma protection. J'ordonne qu'il ne lui soit fait aucun mal. » Le roi rentra au château avec Bisclaveret et il l'adopta. Il ordonna qu'on le traite avec amour et respect, et tout le monde obéit. Bisclaveret devint le compagnon favori de tous les chevaliers. Malgré son aspect sauvage, il avait belle allure. Et surtout, il avait bon caractère, savait se montrer doux et loyal. Et il vivait au milieu des barons, profitant du confort de la chambre du roi et de la gaieté de sa cour. Un beau jour, le roi décida de donner une grande fête. Pour que celle-ci soit plus belle, il convia tous ses seigneurs, même ceux qui vivaient très loin du château, et même celui qui avait épousé la femme de son comte préféré, Bisclaveret. Bien sûr, la dame ignorait que son ancien mari vivait maintenant une vie de loup à la cour du roi. Lorsqu'elle arriva au palais, vêtue de ses plus riches habits, elle se retira avec les autres dames dans les appartements qui leur étaient réservés, pendant que son mari et les barons allaient s'agenouiller devant le roi. Bisclaveret se reposait au coin du feu, au milieu de l'effervescence due aux préparatifs de la fête. Parmi les chevaliers qui venaient rendre hommage au roi, il reconnut alors le seigneur qui lui avait tout pris, son honneur, son humanité, son épouse. Son sang ne fit qu'un tour. Il perdit toute retenue. Il n'était plus que colère, hargne et sauvagerie. Il prit le chevalier à la gorge, et il fallut plus de 10 hommes pour les séparer. À la cour, on s'étonna beaucoup de l'attitude du loup. Il était d'habitude si gentil, si affectueux. À l'heure donnée pour le bal, les dames firent leur entrée. Et là, de nouveau, le loup devint fou en voyant son ancienne épouse. Il se jeta sur elle et lui mordit le nez. Les plus proches conseillers du roi demandèrent à lui parler en privé. « Sire, ne trouvez-vous pas étrange que votre loup devienne féroce? Lui qui est d'habitude si doux en présence de ces deux personnes et seulement avec elle? C'est bien l'ancienne femme de votre seigneur Bisclaveret, que vous aimiez tant et qui a disparu. C'est bien son nouveau mari. Interrogez donc la dame. Elle saura certainement vous éclairer. » Le roi fit venir la femme de Bisclaveret. Mais comme elle ne voulait rien dire, il la fit jeter dans un cachot. Elle passa plusieurs jours dans une cellule humide, partageant son morceau de pain noir et son maigre bouillon avec une famille de souris. Ses beaux vêtements tombaient en lambeaux. Son nez lui faisait mal. Son nouveau mari était désespéré. Il suppliait le roi de la laisser partir. Mais le roi tenait bon. « Si vous voulez revoir votre épouse, parlez. Je pense que vous savez ce qui est arrivé à Bisclaveret. » Le chevalier finit par tout avouer en échange de la libération de sa femme. Et dans son cachot, rongé par la faim et le froid, la dame pensait à cette petite chapelle près de la clairière, où jadis, elle cueillait des brassées de fleurs bleues. Heureusement, le couple de Félon n'avait pas brûlé les affaires de Bisclaveret, mais les avait bouclées à double tour dans un coffre solide en bois de rose, qui, comme chacun sait, conserve les pouvoirs magiques. Un écuyer fit la route en 2 jours. Il chevaucha sans manger et sans dormir, et revint avec les vêtements. Solennellement, le roi accompagna son fidèle ami dans sa chambre. Il déposa les affaires de Bisclaveret sur le grand lit à baldaquin, puis il se retira. Il voulait le laisser seul, car il craignait que la honte n'empêche son chevalier de revenir à lui. Le roi et toute la cour se mirent à attendre. La fête était suspendue. Dans la grande salle du trône, chacun retenait son souffle. Au bout de 2 heures, il ne s'était toujours rien passé. Pas un bruit,
Pas un mouvement ne venait de la chambre. Alors, le roi décida d'aller voir par lui-même ce qu'il en était. Ses barons tentèrent de l'en dissuader. Le charme était peut-être gâté, et s'il était dangereux? La main sur la garde de son épée, le monarque gravit les marches qui menaient à sa chambre. Doucement, il ouvrit la porte. Étendu sur le lit, le chevalier dormait. Le roi donna une immense fête qui dura 2 semaines. Puis il rendit à Bisclaveret ses terres, son château et ses biens. Il ne lui rendit pas sa femme, il resta avec son 2e époux. On raconte qu'ils vécurent heureux ensemble et qu'ils eurent 5 enfants. Mais on raconte aussi que de tous les enfants qui naquirent de cette union, aucun n'avait de nez. Quant à Bisclaveret, il trouva une autre épouse. Il méritait qu'on l'aime, sous le soleil, comme sous la lune. Et coucou Ézéchiel, comment ça va? Ah, décidément, on va avoir à chaque fois un truc différent. Ah. Ah. Ça va ma petite Picsou? Ça va un peu chaudement, mais ça va. Qu'est-ce que tu pourchasses? Qu'est-ce que tu as au niveau de l'oreille? C'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Encore un peu. Ouais, il a plu. Après, il a plu une petite partie de la matinée chez moi, mais j'avoue que c'est pas top top. Parlant de ça, faut que je ferme la porte de la terrasse. Vite. Donnez-moi 10 secondes, juste aller fermer la porte de la terrasse. Ça évitera aussi à Picsou de sortir dehors. Tchoup. Oh. Je voulais faire un câlin à la petite Picsou, mais elle est partie. Elle m'a foui. Là, je voulais activer le ventilateur et je sais pas où Pauline a mis la télécommande. Ah. Il l'a mis forcément littéralement à l'autre bout. Ah, je vous jure. Oui, si, je sais pourquoi elle l'a fait, c'est parce que Fox hier il s'est couché sur la télécommande et il a tout activé sans le vouloir. Je vous jure. Je vous jure, ce grand chat. Irrécupérable, ce grand chat. Alors... Ah... C'est un grand chat, hein. Là-bas, je vois le petit chat qui m'a foui. Je vois un petit cul de chat qui dandine comme ça. Ça fait un petit poup 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 poup. Ah, cette petite Picsou, je vous jure. Irrécupérable. Alors... On l'aime, on va se dire ça. On arrive déjà au dernier compte de ce soir. Ouais, on arrive déjà au dernier compte de ce soir. Le prochain, comme dit, je le lirai pas ce soir. Il fait 50 pages. 50 pages, quoi.
prochain, je crois que je vais limite faire une soirée juste pour lui. Tellement il est long. Non, 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 on n'est pas à la fin du livre, mais en fait, ouais, le prochain, c'est Arthur et les 12 chevaliers de la table ronde. Et le conte, il fait 50 pages. Donc, je pense pas que je vais le lire là, ce soir. Donc, je pense qu'on va se contenter... on va se contenter du dernier conte, là. Qui est un fabliau. Qu'est-ce que c'est qu'un fabliau, Loyauty? Mais je vais vous dire ça dans quelques secondes. Un fabliau est un genre littéraire médiéval qui correspond à un conte populaire en vers à caractère satirique ou moral. Voilà, comme ça vous savez. Et moi aussi je sais. J'ai vu un petit con. J'ai vu un petit con. Oui, j'ai vu un petit con. J'ai vu moi. J'ai vu un petit chat. Oui, là, viens là, mon petit chat. Oh, viens dire bonjour à Ezekiel. Viens au moins dire bonjour à Ezekiel. Oh, il est vilain. Oh, il est vilain. Attends, t'inquiète, je vais te rendre ta liberté. Je vais te rendre ta liberté. Voilà. Allez, va. Oui. Elle est repartie direction le salon. Ah, je vous jure, ce petit chat. Allez. Elle est à fond. J'ai pas de jouet, la Pix. Tu l'as mis où, la balle? Ramène-moi la balle. Tu ramènes la balle? Non, faut aller frotter. D'accord, ok. Bon, on va utiliser le griffoir qui est sur le sol. D'accord, madame. Faisons comme ça. Utilisons le griffoir qui est au sol. Allez. On va se lire notre dernier conte alors pour ce soir. Alors, donc c'est un fabliau, comme je l'ai dit, qui s'appelle Les Trois Aveugles de Compiègne, d'après le fabliau de Courtebarbe. Et elle vient de repartir en direction du salon. Ok. Écoutez donc cette courte fable, et vous verrez que l'habit ne fait pas le moine, et qu'il ne faut pas toujours se fier à une belle figure. Par un bel après-midi de printemps, 3 aveugles cheminaient sur la route de Compiègne. Les 3 mendiants se rendaient à la ville pour y faire l'aumône. Comme ils se connaissaient depuis l'enfance, et qu'ils savaient par cœur où étaient les ornières du chemin, ils devisaient gaiement. Sur la route, en sens inverse, venait un jeune garçon de bonne naissance, qui étudiait au séminaire pour devenir prêtre. Tiens, se dit le jeune clerc en avisant les 3 mendiants. Ces larrons sont bien assurés pour des aveugles. Leur pas n'est jamais hésitant, et ils parlent entre eux comme si le ciel leur souriait. Je m'en vais leur jouer un tour à ma façon, et nous verrons bien s'ils se moquent du monde. Entendant sur la route les sabots d'un cheval, les 3 aveugles se rangèrent sur le bas-côté et tendirent la main vers le clerc en disant « Mon bon Seigneur, ayez pitié de 3 pauvres aveugles. » Sans même descendre de sa monture, le clerc répondit « Tenez, voici un écu, faites-en bon usage. » En réalité, il ne leur avait donné rien du tout. Mais chacun des 3 aveugles, en toute confiance, pensait que l'un des 2 autres avait la pièce. Quand ils se furent éloignés, le plus âgé déclara:
on joue ensemble après. Un écu, nous ne ferons pas mieux aujourd'hui. Je vous propose de fêter cette bonne fortune en nous offrant un repas chaud à Compiègne. Excellente idée, approuvèrent les deux autres. C'est ainsi qu'ils pressèrent le pas pour atteindre les portes de la ville. Le jeune clerc, qui voulait voir comment sa petite farce allait tourner, les y attendait. Ayant mis pied à terre, il suivit les trois mendiants dans les rues pavées de la cité, jusqu'à l'auberge dite de la Bonne Cloche. L'aubergiste accueillit les malheureux comme s'ils eussent été des seigneurs, car il savait que parfois, quand les plus pauvres s'offrent un bon repas et une nuit dans un vrai lit, ils ne regardent pas à la dépense. Et donc, les trois aveugles commandèrent un menu complet. Puis, ils passèrent la soirée à discuter joyeusement. Quand minuit sonna, ils demandèrent enfin à l'aubergiste une chambre, avec 3 lits. Repus et heureux d'avoir eu de la chance, ils s'endormirent paisiblement. Quoique en ronflant assez fort, il faut le préciser. Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner, ils demandèrent à leur hôte combien il lui devait. 10 sous tout rond, répondit l'aubergiste affable. Nous n'avons qu'un écu, mais vous nous rendrez la monnaie, répondit le plus jeune. Ah, ça fait pas tourner la page. Hélas, au moment de payer, la pièce de 1 écu était introuvable. Aucun des trois ne pouvait la montrer. Et pour cause, ils ne l'avaient jamais eue. Ils se chamaillèrent, tentèrent de comprendre, discutèrent. En attendant, l'aubergiste s'impatientait. N'y tenant plus, il déclara qu'il allait chercher son bâton et qu'il leur ferait passer l'envie de le prendre pour un idiot. Voyant comment les choses tournaient, le clerc, qui avait lui aussi passé la nuit à l'auberge, le retint. « Allons, mon brave, vous ne voudriez tout de même pas bastonner ces 3 pauvres bougres. Combien vous doivent-ils » ? 10 sous, répondit l'aubergiste un peu moins affable. « Et moi, je vous dois combien ? 5 sous. Parbleu, tant d'histoires pour si peu. Laissez-les partir et je vous paierai 20 sous pour votre peine. » Vous êtes bien généreux, répondit l'aubergiste. C'est que nous devons venir en aide aux plus démunis, n'est-ce pas ? L'aubergiste approuva, et les 3 aveugles déguerpirent sans demander leur reste. Mais le clerc avait menti une fois de plus. Il ne songeait qu'à faire une nouvelle blague. À l'aubergiste, cette fois. On entendait sonner les cloches de l'église voisine. « Qui va dire la messe ?» demanda le clerc. « Le curé, parbleu. C'est votre curé, n'est-ce pas ? Vous lui faites confiance ? Et comment ? Donc, s'il vous dit qu'il vous paiera ce que je vous dois, vous croirez sur parole ? Évidemment. » Le jeune clerc inspirait confiance. Il avait bonne figure. On voyait qu'il était de bonne naissance, et il portait l'habit du séminaire. Comment se méfier ? Quand, avec l'aubergiste, ils arrivèrent à l'église, le prêtre avait déjà revêtu la robe, et il s'apprêtait à dire la messe. « Attendez-moi ici, » dit le clerc à l'aubergiste. « Je vais parler au curé, qui est un ami. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Dès la fin de l'office, il vous remettra les 20 sous que je vous dois. » S'avançant vers l'autel, il s'approcha du curé. « Entre collègues, on se comprend. » Et le brave curé ne se méfia pas du tout de ce jeune clerc, qui avait si bonne figure et qui semblait fort honnête. « Mon père, » dit le clerc, « vous voyez cet homme, là-bas, qui se tient debout derrière le dernier rang ?»« Oui, » répondit le curé, « je le connais. C'est un de mes paroissiens. Il tient l'auberge de la Bonne Cloche. » En effet, c'est bien lui. Il se trouve que j'ai passé la nuit à l'auberge, et qu'hier soir, ce brave homme, sans doute surmonné, a fait une crise de folie. On a pris soin de lui, et ce matin, il va mieux. Mais il m'a demandé de l'accompagner jusqu'à l'église. Il espère qu'après l'office, vous pourrez lui dire un évangile et le bénir, histoire de l'aider à reprendre tout à fait ses esprits par la grâce de notre Seigneur. « Pauvre homme, » répondit le curé. Et, s'adressant à l'aubergiste, « Venez me voir après la messe, je vous donnerai ce dont vous avez besoin. » Le clerc, quant à lui, prétendit qu'on l'attendait au séminaire,
et qu'il devait reprendre la route sans attendre. Il était déjà loin des murs de la ville quand les paroissiens quittèrent l'église après l'office, laissant l'aubergiste seul avec le curé. « Approchez, dit le saint homme, et mettez-vous à genoux. » Mais, bafouilla le pauvre bougre. Il ne voyait pas pourquoi il aurait dû se mettre à genoux pour recevoir ses 20 sous. Cependant, il obéit. Le curé lui posa alors son livre sur la tête et se mit à lire son évangile. « Mon père, tenta l'aubergiste, je crois qu'il y a un malentendu. Taisez-vous. Mais ce n'est pas ce qui était prévu. » « Pardon. Taisez-vous donc. Comment voulez-vous que nous y arrivions ? » ?»« Mon père, vous deviez me donner 20 sous, pas la bénédiction. »« Ah !» soupira le curé. « Ce pauvre homme a vraiment perdu la tête. » Mais il se contenta de le regarder d'un air sévère et lui dit « Faites-moi confiance et libérez votre esprit, car Dieu est avec vous, mon brave. » Cependant, l'aubergiste s'impatientait. Il se mit à se tortiller, à protester avec véhémence. Le curé appela l'enfant de chœur, qui fit venir quelques paroissiens à la rescousse. « Immobilisez-le, ordonna le curé. Il faut vraiment qu'il se tienne tranquille. » On empoigna l'aubergiste. On lui bloqua les mains dans le dos. On l'empêcha de crier et de se débattre. Pendant ce temps, le curé, impassible, lisait toujours les saintes écritures. Enfin, il aspergea l'aubergiste d'eau bénite et ordonna qu'on le relâche. Le pauvre homme avait compris qu'il s'était fait berner. Penaud, déçu, il rentra à l'auberge, la chemise mouillée d'eau bénite. Il avait perdu 15 sous, mais il avait gagné une bénédiction. Et voilà. Le prochain conte, comme dit, on le lira la prochaine fois. Trop long. Beaucoup trop long, 50 pages. Là, si vous voulez, les contes qu'on a lus. On a lu à peu près une cinquantaine de pages. On a lu approximativement une cinquantaine de pages. Donc, et là, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, je vous dis 50 pages, mais il y a quand même beaucoup plus de texte que sur les autres. Ouais. Oh oui. Oh oui. Je pense que la prochaine soirée Contes et légendes, ça sera uniquement basé sur Arthur. Je pense que ça va être quasiment que ça. Il y a beaucoup de textes, très peu d'images. Après, voilà, en général, je choisis les livres parce qu'ils ont peu d'images aussi. Mais donc je pense que, ouais, c'est... Je sais pas si on arrivera à voir. C'est tout ça. Ah, est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas. C'est tout ça, les légendes arthuriennes. Donc, je pense qu'on le fera la prochaine fois. C'est plus simple. Que là, ça veut dire que je parte pour une bonne heure de contes. Donc, je pense qu'on va se réserver ça pour la prochaine fois. Et oui. Pour une fois, c'est une petite soirée Contes et légendes. Je l'avoue. Je l'avoue. Mais parfois c'est aussi sympa quand c'est court. On va dire ça comme ça. Allez, bah je vais déjà vous abandonner là. À YouTube, on va déjà s'arrêter là. Je vous fais des bisous YouTube et puis on se voit à la prochaine VOD. Des bisous.